En 2011, des chercheurs chiliens ont mis au jour en Antarctique un fossile singulier, évoquant un ballon de football écrasé. Pendant près de 10 ans, ce spécimen est resté sans étiquette spécifique, posé sur une étagère du Musée national d'histoire naturelle du Chili. Dans le musée, on l'appelait « La Chose », un surnom inspiré de son apparence digne d'un film de science-fiction. Lorsqu'ils ont finalement pu analyser ce fossile énigmatique, les scientifiques ont découvert qu'il s'agissait en réalité d'un œuf géant à coquille molle, vieux d'environ 66 millions d'années. Cet œuf mesure plus de 28 cm de long pour 18 cm de large. À titre de comparaison, un œuf de poule standard excède à peine 6 cm, tandis qu'un œuf d'autruche avoisine les 15. Ainsi, La Chose s'est vue attribuer le titre de plus grand œuf à coquille molle jamais découvert et de deuxième plus grand œuf animal connu à ce jour. Le seul œuf plus imposant était celui de l'oiseau-éléphant de Madagascar, une espèce disparue qui mesurait 1,5 fois la taille de Michael Jordan, soit 3 mètres. L'oiseau, bien sûr, pas l'œuf. Cet œuf, découvert en Antarctique, est également remarquable car il représente le premier œuf fossile mis au jour dans cette région du globe. La créature qui l'a pondu devait être un reptile marin gigantesque, tel que le mosasaure. Cette hypothèse étonne, car la plupart des scientifiques pensaient que ces animaux ne pondaient pas d'œufs. Cette découverte pourrait donc profondément modifier notre compréhension de ces créatures. Enfin, cet œuf est unique en raison de sa coquille fine et dépourvue de pores, un trait qui le distingue des œufs de dinosaures, typiques. Son apparence rappelle davantage celle des œufs de lézards ou de serpents, bien qu'ils proviennent d'un animal colossal apparenté à ces espèces. Aucun dinosaure ou reptile volant connu de cette époque et de cette région ne semble capable de pondre un œuf aussi énorme. Tout porte donc à croire qu'il s'agit bien d'un mosasaure, bien qu'il soit impossible d'en être totalement certain. Les scientifiques ont mené des recherches approfondies, étudiant 259 espèces de reptiles actuels, comme les lézards et les serpents, ainsi que leurs œufs. Grâce à ces analyses, ils ont estimé que la créature ayant pondu cet œuf devait mesurer au moins 7 mètres de long, sans inclure la queue, soit un monstre un peu plus grand qu'une girafe adulte. Durant la fin du Crétacé, il y a environ 105 à 66 millions d'années, cette région de l'Antarctique aurait pu servir de pouponnière. Des ossements de jeunes mosasaures et plésiosaures y ont été découverts, aux côtés de ceux d'individus adultes. En Norvège, des archéologues ont réalisé une découverte remarquable en retrouvant des dizaines de flèches, cachées dans la glace depuis près de 6000 ans. Ces flèches, révélées par la fonte d'une vaste plaque glaciaire dans les hautes montagnes, couvraient une superficie équivalente à 45 terrains de football. En 2014 et 2016, lorsque les étés ont été particulièrement chauds, les scientifiques ont exploré cette zone connue sous le nom de Langfon. Ils ont également découvert de nombreux ossements et bois de renne. Certaines flèches étaient intactes, tandis que d'autres étaient fragmentées. 5 pointes de flèches ont aussi été retrouvées autour de la zone en dégel. Ce site a révélé davantage de flèches que tout autre site glaciaire dans le monde. Parmi les 68 flèches identifiées, certaines remontaient à l'époque néolithique, tandis que les plus récentes dataient du XIVe siècle de notre ère. La glace agit comme une véritable machine à remonter le temps, conservant presque parfaitement ce qui s'y trouve. Langfon a acquis sa renommée comme l'un des premiers sites glaciaires jamais étudiés, après qu'un randonneur y a découvert une chaussure en cuir vieille de 3300 ans, non loin du bord. Les scientifiques continuent d'analyser ces lieux pour comprendre leur utilisation par les humains et les changements subis par les plaques glaciaires, de la Norvège à l'Amérique du Nord, au fil des siècles. Il y a environ 32 000 ans, un écureuil a enterré des graines près d'une rivière en Sibérie. Cela évoque-t-il à d'autres des souvenirs de l'âge de glace? Ces graines appartenaient à une plante aux délicates fleurs blanches, la silène Stenophylla. Des milliers d'années plus tard, une équipe de chercheurs a retrouvé ces graines profondément enfouies dans le sol gelé, à une profondeur équivalente à celle d'un immeuble de 12 étages. Les graines étaient enfouies dans la glace, entourées d'ossements d'animaux comme des mammouths, des bisons et des rhinocéros laineux. Les graines les plus matures avaient été abîmées, peut-être par l'écureuil lui-même, mais certaines graines plus jeunes conservaient encore des tissus viables. Les scientifiques les ont minutieusement extraites et placées dans de petits récipients pour favoriser leur croissance. Et maintenant, la partie la plus incroyable. Ils ont réussi à faire pousser ces plantes. Leurs fleurs présentaient des formes légèrement différentes de celles de la même espèce qui pousse aujourd'hui. Au bout d'un an, cette plante de l'ère glaciaire a même produit de nouvelles graines.
Ces résultats ont conduit les chercheurs à suggérer que le permafrost pourrait servir de réservoir d'un ancien patrimoine génétique, où des espèces disparues pourraient être retrouvées et ramenées à la vie. Des chercheurs, à bord d'un brise-glace en Antarctique, étaient à la recherche de baleines lorsqu'ils ont fait une découverte beaucoup plus surprenante. Une caméra placée derrière le navire, pesant autant qu'une voiture, a capté l'image de 60 millions de nids de poissons des glaces, répartis sur le fond de la mer de Weddell. Les nids, espacés d'environ 25 cm dans toutes les directions, s'étendaient sur une superficie de 240 km², soit légèrement plus que la taille de Washington, D.C. La colonie possédait même une limite bien définie, visible comme une ligne tracée dans le sable. Les scientifiques exploraient cette région pour étudier un site océanique particulier où l'eau était légèrement plus chaude que celle environnante. Dans cette eau réchauffée, ils ont observé de minuscules organismes, appelés zooplanctons, près de la surface. Lorsqu'ils éclosent, les jeunes poissons des glaces nagent vers cette zone pour se nourrir de zooplancton avant de redescendre vers le fond marin pour grandir et, à leur tour, se reproduire. Avec une telle abondance de nourriture, leur présence dans cette eau plus chaude semblait logique. Cependant, personne ne s'attendait à découvrir un nombre aussi impressionnant de nids de poissons des glaces, bien plus que ce qui avait été observé jusque-là. L'Antarctic Heritage Trust de Nouvelle-Zélande a découvert d'anciens négatifs dans une cabane en Antarctique. Ces clichés se sont avérés être des images rares de l'expédition du groupe de la mer de Ross, une tentative célèbre mais infructueuse menée par Ernest Shackleton entre 1914 et 1917. Son ambition était d'être le premier à traverser l'Antarctique par voie terrestre, reliant la mer de Weddell à la mer de Ross en passant par le pôle Sud. Cependant, l'expédition a pris une tournure désastreuse lorsque leur navire, l'Aurora, a été perdu en mer. L'équipe a dû s'abriter dans la cabane d'un autre explorateur, le capitaine Robert Falcon Scott, qui avait lui aussi cherché à atteindre le pôle Sud en 1972, sans succès. Les négatifs, fabriqués en nitrate de cellulose, ont été retrouvés collés les uns aux autres dans une petite boîte. Le Trust a ramené les négatifs en Nouvelle-Zélande, où ils ont été soigneusement séparés, révélant 22 images jusque-là invisibles. Bien que de nombreuses photos aient été abîmées, certaines montraient des lieux reconnaissables autour du détroit de McMurdo, une région emblématique de l'Antarctique. L'identité du photographe reste toutefois un mystère. En décembre 2021, des chercheurs ont observé une marque inhabituelle sur la plateforme de glace de Larsen, une immense étendue glacée au large de la côte est de l'Antarctique. Ils ont supposé qu'il s'agissait d'une rivière souterraine et ont foré à près de 500 mètres pour vérifier. Bien qu'ils se soient attendus à trouver de l'eau, ils ont été surpris de découvrir qu'elle abritait de minuscules créatures rapides, appelées amphipodes. Les chercheurs ont également constaté que cette rivière souterraine comportait des courants en couches, se déplaçant dans des directions inattendues et encore mal comprises. Une autre découverte étonnante a marqué leur étude. Le 20 décembre de la même année, un volcan, le Hunga Tonga, est entré en éruption, et les ondes de pression générées par cet événement ont été détectées jusque dans la rivière gelée de l'Antarctique. Cette observation illustre les interconnexions étonnantes qui lient tous les phénomènes de notre planète, même dans les régions les plus reculées. Ceci est un véritable cerveau humain. Enfin, ce qu'il en reste, un nuage de cendres brûlant l'a transformé en verre. Cette transformation incroyable s'est produite il y a presque 2000 ans lorsque le mont Vésuve a décidé que le temps se prêtait parfaitement à une petite éruption qui détruirait les villes de Pompéi, d'Oplontis et d'Herculanum. Ce cerveau appartenait à un jeune homme qui vivait en 79 de notre ère à Herculanum. Pas la ville romaine la plus célèbre, mais ce fut le premier endroit à être découvert sous les cendres du Vésuve, en 1709. Environ 200 ans plus tard, des archéologues ont trouvé les restes de ce jeune homme allongé à plat ventre sur un lit. Toute la fumée et les cendres l'avaient probablement désorienté, et, tandis que la plupart des citoyens d'Herculanum se précipitaient vers le rivage, espérant être secourus, notre homme s'était retrouvé piégé à l'intérieur d'une maison et avait perdu connaissance. Étrangement, cela a sauvé son cerveau de la destruction totale. Mais comment diable un cerveau peut-il se transformer en verre ? Eh bien, lorsque le mont Vésuve est entré en éruption, il n'a pas expulsé seulement de la lave, il a également envoyé un nuage de cendres vraiment super chaud avant que la lave solidifiée puisse s'écouler. Ce type de lave, connu sous le nom de coulée pyroclastique, peut atteindre une température de 465 degrés Celsius, ce qui est assez insensé.
c'est suffisamment chaud pour faire fondre votre cerveau, mais pas assez pour le transformer en verre. Cependant, le nuage de cendres, lui, peut atteindre des températures comprises entre 500 et 600 degrés. Mais pour transformer quelque chose en verre, vous n'avez pas seulement besoin de chaleur, vous avez aussi besoin d'un refroidissement rapide. Pour faire simple, vous devez chauffer l'objet à une température suffisamment élevée pour qu'il fonde et devienne liquide. Si vous le laissez refroidir lentement, les molécules de ce liquide commenceront à s'organiser calmement en forme de cristaux. Mais si l'objet refroidit très rapidement, il se solidifiera en gardant la forme prise par le liquide. Un peu comme quand on fait des glaçons. Si vous versez de l'eau dans un bac et que vous le mettez au congélateur, elle se transformera en glace parce qu'elle refroidit rapidement. Mais si vous laissez l'eau à température ambiante, elle s'évaporera lentement. Cela signifie que le cerveau a fondu en raison d'une température extrêmement élevée. Mais avant qu'il ne puisse cristalliser, par exemple, ou simplement s'évaporer, il est devenu très froid. Le flux de l'éruption n'était pas assez chaud. Mais le nuage de cendres qui a atteint la ville avant la coulée pyroclastique l'était assez pour déclencher ce processus. Et assez rapide aussi pour partir juste au bon moment. Pour déterminer la température exacte nécessaire à cette transformation d'un cerveau en verre, les scientifiques ont utilisé une technique appelée calorimétrie différentielle à balayage. Ce nom sophistiqué signifie essentiellement qu'ils chauffent des éclats de verre, afin de pouvoir observer le moment où ils commencent à changer de forme. Ils ont découvert que le nuage de cendres devait être à exactement 510 degrés Celsius pour que les cellules cérébrales se mettent à fondre. Maintenant, souvenez-vous de ce que j'ai dit à propos de cet homme qui se trouvait à l'intérieur d'une maison alors que la plupart des citoyens étaient à l'extérieur. Eh bien, ces gens ont également été exposés à ce changement de température, mais ils ne se sont pas transformés en verre car ils n'étaient pas protégés par les murs d'un bâtiment. La protection offerte par le crâne a sûrement aidé notre homme, mais ce n'était pas suffisant. Et comme les autres n'étaient pas protégés par des murs de briques, leurs cerveaux sont simplement partis en fumée. Et avant que vous ne me le demandiez, sachez que non, aucune autre partie de son corps ne s'est transformée en verre. Vous voyez, il faut un peu de liquide pour que le processus de fabrication du verre se produise. Le cerveau contient beaucoup d'eau et de graisse, ce qui en fait un candidat idéal pour ce processus de vitrification. D'autres organes pouvaient bien sûr contenir du liquide, mais ils n'étaient pas aussi protégés que le cerveau. Ils ont donc été détruits par la chaleur. Et les os? Eh bien, les os ne contiennent pas assez de liquide. Donc, ils sont restés tels quels, ceux qui n'ont pas été carbonisés, tout au moins. Lorsque le cerveau s'est transformé en verre, il ressemblait beaucoup à une pierre d'obsidienne, une sorte de verre volcanique formé par la lave refroidie d'un volcan. L'archéologue médico-légal qui a découvert ce cerveau vitrifié a même d'abord pensé qu'il s'agissait simplement d'une pierre. Il examinait les os de notre héros lorsqu'il a remarqué quelque chose de brillant à l'intérieur de son crâne, au milieu de toutes les cendres volcaniques qui le remplissaient. À sa surprise, cette chose était bien plus fragile que l'obsidienne, et plus petite aussi, avec certains fragments mesurant seulement quelques millimètres de large. Il n'a compris que cela faisait partie du cerveau de ce jeune homme qu'après avoir apporté le verre dans un laboratoire. À l'aide d'un microscope, il a découvert qu'il ne s'agissait pas d'une pierre, mais d'un tissu organique. Les cellules qui composent nos organes. Ce tissu organique était constitué de protéines, une molécule produite par les êtres vivants comme les animaux et les plantes. Et ce n'était pas n'importe quelle protéine. Celle-ci était spécifique au cerveau humain car chaque organe est composé de différents types de protéines. Les chercheurs ont également trouvé des cellules nerveuses dans ce morceau de verre, avec les espèces de vrilles qui leur permettent de recevoir et d'envoyer des messages. Le microscope a également montré ce qui restait de la myéline, une substance graisseuse qui aide les messages voyageant le long des nerfs à aller plus vite. Ce n'est pas la première fois que des scientifiques découvrent des cerveaux humains préservés. En fait, plus de 4000 cerveaux ont été trouvés depuis le XVIIe siècle. Si vous trouvez que ce n'est pas beaucoup, gardez à l'esprit que trouver un cerveau préservé dans un squelette alors que les autres organes ont disparu n'est absolument pas courant. Vous voyez, le cerveau humain est en réalité la première chose à se décomposer lorsque nous sommes à 6 pieds sous terre, et il se transforme habituellement en liquide. Lorsque les scientifiques découvrent un cerveau humain, celui-ci est généralement desséché, congelé ou littéralement transformé en savon. Un cerveau peut être déshydraté si une personne périt dans un endroit très chaud, comme un désert. On trouve des cerveaux congelés, évidemment, dans des lieux extrêmement froids, comme les toundras polaires. Un cerveau transformé en savon peut sembler étrange, mais ce processus de saponification n'est en réalité pas si rare. Il faut beaucoup de graisse et d'huile pour fabriquer du savon.
et le cerveau humain en est rempli. C'est un processus complexe, mais si vous trouvez un cerveau transformé en savon, c'est qu'il a dû être enterré dans un endroit très humide et pauvre en oxygène. En 1982 par exemple, des ouvriers ont découvert des dizaines de squelettes humains dans un étang en Floride. Ils avaient tous 8000 ans, et 91 d'entre eux avaient encore le cerveau à peu près intact. Et par intact, j'entends qu'ils s'étaient transformés en une sorte de gelée savonneuse. Au cours des années 2000, les cerveaux de 45 personnes ont été découverts en Espagne, préservés grâce à ce processus de saponification. Cette découverte a aidé les chercheurs à comprendre la composition chimique du cerveau et à connaître les conditions météorologiques qui régnaient au moment du décès de ces personnes. Les scientifiques ont également découvert en Turquie 2 cerveaux âgés de 3700 ans, appartenant à un homme d'âge moyen et à un adolescent qui tentèrent de fuir une attaque. Cette fois, les cerveaux s'étaient transformés en charbon en raison d'un incendie à très haute température. Mais bien que leur crâne ait préservé leur cerveau dans cet état, le processus de chauffage et de refroidissement n'a probablement pas été assez intense pour les vitrifier. Mais ça, c'est la première fois dans l'histoire que des scientifiques trouvent un cerveau qui s'est naturellement transformé en verre. C'est un peu comme de découvrir une licorne, mais d'une manière scientifique. Alors, que signifie cette découverte? Eh bien, pour commencer, elle nous offre un aperçu de la vie de ces gens qui vivaient à cette époque lointaine. Deuxièmement, les scientifiques ont appris une technique incroyable pour préserver le cerveau humain. Cela montre également à quel point la nature peut être puissante, suffisamment puissante pour transformer un cerveau en verre, mais assez délicate pour le préserver pendant des milliers d'années. Alors, faisons un clin d'œil au jeune homme qui a, sans le savoir, contribué ainsi au progrès de la science. Il n'avait probablement aucune idée que son cerveau deviendrait un jour la vedette d'une découverte révolutionnaire. Sa fin tragique nous a offert un aperçu fascinant du passé. La partie la plus froide de notre planète, l'Antarctique, ne cesse de nous surprendre. Jette un coup d'œil à cette chute nommée Blood Falls, les cascades de sang. De l'eau rougeâtre sort de la glace blanche. Les scientifiques ont conclu que cette couleur était liée au fer. L'eau qui provient du glacier s'oxyde et prend une teinte de rouille lorsqu'elle est exposée à l'oxygène. Et la couleur rouge apparaît. Prends pied sur le mont Gandeng. Il pond des œufs. Bon, peut-être pas de vrais œufs, mais ces pierres ressemblent assurément à des œufs de dinosaures. C'est pour cela que le mont est devenu célèbre. Ces œufs de pierre, appelons-les ainsi, se sont formés dans une partie de la montagne il y a plus de 500 millions d'années. Il est intéressant de noter que ce phénomène se répète une fois tous les 30 ans. Les œufs se déclinent dans des tailles et des couleurs différentes. Ces pierres apparaissent à la surface de la falaise. Une étude réalisée dans la région a révélé que la composition de ces pierres n'était pas pareille à celle des autres parties de la montagne. Ici, ce sont les roches calcaires qui prédominent. Elles sont davantage sujettes à l'érosion. Elles s'effritent de jour en jour. Il aura fallu 3 décennies pour que les pierres prennent cette forme d'œuf. Pourtant, le procédé par lequel ces formations rocheuses peuvent être parfaitement sphériques et lisses demeure un mystère. Selon les scientifiques, chaque œuf de pierre a un noyau de matière organique. Ils sont constitués de coquilles, de restes de plantes, de dents de poisson et de squelettes. Voilà peut-être un début d'explication. Le village de Goulou est proche des œufs de pierre. Les habitants croient que ces œufs sont sacrés. Les villageois les associent à la bonne fortune. En fait, presque chaque famille en a un dans sa maison. Malheureusement, il ne reste qu'environ 70 œufs. Alors, si tu veux les voir, il vaut mieux te dépêcher. La structure de Richat est un phénomène géologique de forme circulaire, situé dans le désert du Sahara, près de la Mauritanie. Elle est constituée de roches en plusieurs couches, et celle-ci ressemble beaucoup à des anneaux. Pas étonnant que cette structure unique ait attiré l'attention de la NASA. Vu du ciel, l'élément géologique semble être en train de tourner sur lui-même. Les scientifiques ne savent toujours pas comment ces anneaux sont apparus. Certains disent qu'il s'agit de l'impact d'un astéroïde, d'autres pensent qu'il s'agit d'un processus géologique naturel. Pour eux, la structure de Richat est un dôme rocheux érodé et surélevé. Les géologues la classent souvent comme un dôme anticlinal. Les scientifiques ont découvert que les roches du centre sont plus anciennes que les roches extérieures en forme d'anneau. Il semblerait donc que les pierres aient été érodées jusqu'à former des couches de roches plates. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas d'explication valide à ce phénomène. Et ce mystère du Sahara, long de 45 km, n'est toujours pas résolu. Le numéro 4 est Rapa Nui, ou Isla de Pascua. Mais je te parie que tu la connais comme l'île de Pâques. Oui, elle a 3 noms.
Elle a été découverte par Jacob Roggeveen, qui n'avait en réalité aucune intention de chercher cette île. Il a juste débarqué là par hasard un dimanche, et c'est de là que vient son nom. Jacob recherchait en fait la Terra Australis, et soit dit en passant, ce n'est pas l'Australie. Celle-ci n'a jamais existé, et ce n'était qu'un continent hypothétique. De plus, il voulait jeter un coup d'œil à la terre de Davis, qui aurait été aperçue dans le passé par Edward Davis, le pirate, et non Edward Davis, le saxophoniste. Jacob n'y est pas parvenu non plus, bien que personne n'ait jamais vu cette île, à l'exception du pirate Davis lui-même. Il n'a peut-être pas réussi à découvrir les terres qu'il voulait, mais il a découvert l'île de Pâques à la place. Cette île est un territoire particulier du Chili, situé dans le sud-est de l'océan Pacifique. Elle figure sur cette liste parce que près de 1000 statues de pierre, appelées moai, ont été découvertes sur place. Elles ont été créées par le peuple Rapa Nui. Presque toutes ces statues représentent des têtes gigantesques, mais on trouve aussi un petit nombre de figures agenouillées avec les mains sur le ventre. Chaque statue représente des chefs ou d'autres membres importants de la société de l'île de Pâques. Pour sculpter ces statues, les habitants ont utilisé des pierres volcaniques qui avaient été ramollies. Le prochain arrêt est la porte de l'enfer. Oh, ne t'inquiète pas, c'est juste la façon dont les gens ont baptisé le cratère gazier de Darvaza au Turkménistan. Ce cratère géant de gaz naturel est là depuis 5 décennies. Et il brûle des gaz en permanence. Le président du pays souhaiterait par ailleurs que des experts trouvent un moyen d'éteindre cette fosse de feu permanent. Ce site a été accidentellement créé par des ouvriers en 1971, alors qu'ils travaillaient sur un projet de gaz naturel. Depuis, les flammes n'ont pas cessé et c'est devenu une attraction touristique. Des constructions mystérieuses sont parfois aussi bâties à notre époque. Nous n'avons pas besoin de remonter à des millions d'années, vers des civilisations disparues depuis longtemps. Edward Lidskalin a construit à lui seul une structure appelée le Château de Corail, à Homestead, en Floride. Il n'a pas utilisé de grandes machines. Il a taillé et sculpté près de 1100 tonnes de roches coralliennes en 28 ans, jusqu'en 1951. C'est un véritable mystère de comprendre comment il a réussi à accomplir cela tout seul. Lidskalin a sculpté la roche sédimentaire en différents objets, tels que des murs, des tables, des chaises, une fontaine et un cadran solaire. Il y a bien sûr une légende derrière ce mystère. Il a été inspiré à construire cette structure après avoir été abandonné par sa fiancée le jour de leur mariage. Oh oh, planté à l'hôtel. Il aurait voulu lui prouver son amour à elle et au monde entier. Il lui fallait donc produire quelque chose d'extraordinaire. Eh bien, il a clairement réussi. Parlons un peu du mystère des cercles de fées en Namibie. Il existe des millions de taches circulaires sur des centaines de kilomètres, dont le diamètre varie de 3 à 20 mètres. On les appelle les cercles de fées parce qu'ils ont l'air d'avoir été créés par des fées ou par une créature d'un autre monde. Il s'agit essentiellement de terre de forme ovale entourée d'herbes. Il existe de nombreuses croyances locales qui entourent la création de ces marques. Pourtant, la science dit tout autre chose. Depuis des décennies, les biologistes et les mathématiciens sont perplexes quant au mystère des cercles de fées namibiens. Il existe plus d'une théorie pour expliquer ce phénomène. Voici une théorie populaire. Comme l'eau est limitée dans le désert, les plantes se font concurrence pour accéder à celle-ci. Certaines plantes s'étendent et prospèrent dans une parcelle. Mais les plantes plus petites, situées à proximité, ne peuvent pas obtenir l'eau nécessaire pour survivre. Au final, une partie de la végétation disparaît. Et les autres restent en bordure de la parcelle. C'est pourquoi elles forment des écarts si réguliers. Et si je te disais qu'il existe une colline dans la ville de Leh, en Inde, où au lieu de rouler vers le bas, les choses montent? Il s'agit d'une illusion d'optique. La route semble gravir une colline à cause des paysages alentours. Pourtant, la route descend en réalité. Ce genre de phénomènes sont appelés côtes ou collines magnétiques. Les explications scientifiques varient. La théorie la plus courante affirme que la colline possède une force magnétique si forte qu'elle peut attirer les voitures qui se trouvent dans les environs. Que dirais-tu de voir des rochers enflammés? Yanartas s'étend sur une superficie de plus de 3 km². L'endroit est situé sur une montagne rocheuse dans le sud-ouest de la Turquie, près de la ville de Sirali. Yanartas doit son nom à son apparence. Il signifie littéralement « pierre flamboyante ». Les roches brûlent depuis au moins 2500 ans. Et elles continueront probablement à brûler pendant les prochaines décennies. La montagne où se trouvent les roches est un volcan inactif. Elle est donc parsemée de minuscules fumerolles qui libèrent des gaz comme le méthane. Ce gaz s'enflamme lorsqu'il entre en contact avec l'oxygène et crée cet effet flamboyant. Ah, et d'ailleurs, à l'époque, les marins utilisaient ces flammes comme un phare naturel,
car elles sont très proches de la côte. Aujourd'hui, il s'agit plutôt d'une attraction touristique. Les randonneurs l'adorent aussi. Maintenant, marche sur le lac Abraham gelé, au Canada. En hiver, l'eau gelée se remplit de bulles de glace. Cela semble magique, mais ces orbes blancs ne sont pas si sûrs. Ils sont composés de gaz méthane inflammable. La beauté peut être trompeuse. L'image suivante provient de Racetrack Playa, dans la vallée de la mort, aux États-Unis. Il s'y trouve un lac asséché où les rochers se meuvent. Ces roches étranges semblent avoir été poussées ou traînées par quelqu'un ou quelque chose. Elles laissent à la fois une trace et un mystère derrière elles. Mais on comprend aujourd'hui la force qui se cache derrière tout ça. Surprise, c'est le vent. Et un peu de glace. Les scientifiques affirment que le vent pousse les roches pendant les brèves périodes où le sol est couvert de glace. Je ne peux m'empêcher de remarquer que beaucoup de choses mystérieuses sur la Terre impliquent des pierres et des rochers. Ou du méthane. Et toi, lequel de ces phénomènes est ton préféré ? L'Antarctique n'a pas toujours été cette étendue glacée et désolée. Autrefois, il débordait de vie. Il y a 56 millions d'années, une créature redoutable rôdait dans ces forêts. Un oiseau carnivore géant. Haut d'environ 2 mètres et aussi lourd qu'un lion, il régnait sans partage. Pendant des millions d'années, nul ne pouvait le menacer. Pourquoi a-t-il disparu ? Et des prédateurs plus grands encore pourraient-ils sommeiller sous la glace ? Des paléontologues ont mis au jour 2 griffes énormes en Antarctique. Acérées, recourbées et puissantes. Elles appartenaient à cet oiseau. Elles ont été extraites des roches de l'île Seymour, datées de l'Yprésien. Ce qui signifie qu'elles ont entre 40 et 50 millions d'années. Leur forme ne laissait aucun doute. Il s'agissait bel et bien des redoutés oiseaux terreurs. Leur nom scientifique est Phorus racidae, et ils figurent parmi les plus terrifiants prédateurs à avoir jamais foulé le sol terrestre. Incapables de voler, ils n'avaient nul besoin d'ailes. Ils fonçaient à des vitesses folles, tels des cauchemars à plumes surgis du fond des âges. Ces oiseaux ont régné pendant des millions d'années sur l'Amérique du Sud. Et voilà que leur présence est désormais confirmée en Antarctique. Rien d'étonnant, à l'époque, les 2 continents étaient encore reliés, permettant aux espèces animales de circuler entre eux. Ces oiseaux ont donc pu migrer vers le sud et s'adapter à l'ancienne terre antarctique. Ils n'y ont pas seulement survécu, ils y ont prospéré. Puis, soudain, ce prédateur cauchemardesque s'est évanoui. Pourquoi ? Le plus probable, c'est le refroidissement progressif du climat. L'Antarctique entamait alors sa lente transformation en désert gelé. Ses proies devinrent plus rares, et le prédateur, affamé, ne put survivre. Il finit par disparaître, sans laisser la moindre descendance. Les chercheurs espèrent encore découvrir un squelette entier. Ils se demandent aussi si des espèces plus grandes restent à identifier. Peut-être que ces oiseaux ont évolué en une lignée antarctique propre. Mais pour l'instant, tout ce que nous avons, ce sont 2 griffes énormes, inquiétantes et muettes. Beaucoup s'imaginent que l'Antarctique est presque dépourvu de toute vie. C'est complètement faux. Des manchots s'y baladent sans gêne. Et il ne s'agit pas seulement de petites créatures mignonnes. Autrefois, on y trouvait d'authentiques géants de 2 mètres. De nos jours, les manchots empereurs, plus grands représentants de l'espèce, peuvent y plonger à plus de 550 mètres de profondeur et retenir leur souffle plus de 20 minutes. Il y a environ 38 millions d'années, l'Antarctique abritait de grands manchots aussi hauts que des humains. Les os retrouvés montrent qu'ils avaient de longs becs acérés, parfaits pour capturer poissons et calamars, et en faisaient des prédateurs redoutables. Les poissons de cette région sont eux aussi stupéfiants. Les calamars colossaux, bien plus effrayants que les géants ordinaires, atteignent parfois 12 mètres. Dotés d'énormes becs acérés et d'yeux aussi larges que des assiettes, ce sont de vraies terreurs des profondeurs. Et n'oublions pas les orques. Ces prédateurs au sommet de la chaîne antarctique chassent en meutes bien coordonnées, comme des loups marins, traquant phoques, poissons, voire d'immenses baleines. Même de minuscules végétaux comme les mousses, les algues, la canche antarctique ou la sagine réussissent à survivre dans ces conditions extrêmes. Bien d'autres idées fausses circulent au sujet de l'Antarctique. Certains s'imaginent, par exemple, qu'un iceberg dérive aussitôt vers la haute mer dès qu'il se détache d'un glacier. Or, la vérité est bien plus complexe que cela. Tout d'abord, lorsqu'un iceberg se sépare d'un glacier ou d'une plateforme, il se heurte parfois au relief sous-marin et reste coincé au fond pendant plusieurs décennies. Ensuite, il peut se faire happer par des tourbillons puissants et tourner sur lui-même durant des mois.
C'est arrivé à l'iceberg A23A. Resté figé durant presque 40 ans, il s'est ensuite retrouvé pris dans un vortex marin pendant 8 mois supplémentaires. Puis, ces déplacements dépendent de multiples facteurs, vent, courant, marée, et même relief du fond marin. Loin de suivre un parcours libre et paisible, les icebergs naviguent au gré d'un enchevêtrement de forces imprévisibles. Et en parlant de glaciers, soulignons une autre rumeur singulière. Certains avancent que nul ne pourrait s'aventurer à plus de 500 km à l'intérieur de l'Antarctique en raison d'un mur de glace infranchissable, du gel du carburant, de vents meurtriers et d'un air irrespirable. C'est absolument faux. L'Antarctique a bel et bien été explorée par des avions, des véhicules et même par des explorateurs à pied. Une station de recherche permanente se dresse au pôle Sud, où des gens résident tout au long de l'année. Certes, le mur de glace existe. Il s'agit d'une immense falaise glacée dominant l'océan. Mais il ne s'agit nullement d'une muraille secrète. C'est ce qu'on appelle une barrière de glace. Vaste nappe formée lorsque les glaciers s'écoulent lentement vers la mer et s'y répandent. Près des 3/4 du littoral antarctique sont bordés de ces structures, qui ne forment pourtant pas un anneau continu autour du globe. L'Antarctique demeure un environnement parmi les plus hostiles sur Terre, mais nous en avons maîtrisé les défis, et nous continuons d'en approfondir la connaissance chaque année. C'est pourquoi, chaque année, des millions de dollars sont injectés pour faire fonctionner les stations de recherche, protéger les espèces locales et veiller à ce que les chercheurs disposent de tout ce qui leur est nécessaire. Mais où va donc cet argent ? Les stations antarctiques s'apparentent en réalité à de petites cités. On y trouve électricité, chauffage, dispositifs de traitement de l'eau, réserves alimentaires et services médicaux. La plus vaste, celle de McMurdo, compte plus de 1000 personnes en été et dispose d'installations variées, de la caserne de pompiers à la salle de sport. Quant à la station du pôle Sud, enfoncée profondément dans les terres, elle figure parmi les sites les plus complexes à approvisionner. Il faut des avions parcourant des milliers de kilomètres dans un froid extrême pour y acheminer vivres et carburant. Mais les mystères font les délices d'Internet. Lorsqu'une vue de Google Maps a laissé entrevoir ce qui semblait être une gigantesque porte en Antarctique, les théories les plus folles se sont mises à proliférer. Certains évoquèrent la résidence d'été du Bigfoot, une base secrète, ou même un hangar dissimulé pour des vaisseaux dignes de Star Trek. En réalité, l'explication est bien plus banale et moins sensationnelle. Il s'agissait tout simplement d'un iceberg échoué, un bloc de glace coincé dans des eaux peu profondes, en train de fondre lentement. En se déplaçant sur le terrain, la glace contourne les aspérités et façonne des formes parfois étonnantes. Le cycle de fonte, de fragmentation puis de regel façonne parfois la glace en structures insoupçonnées. L'Antarctique est également soumis à des vents katabatiques intenses qui, au fil du temps, sculptent la glace en formations spectaculaires. Hélas, nulle porte secrète à signaler. Puisque nous évoquons les portes, Ushuaia, en Argentine, est depuis des années désignée comme la porte vers l'Antarctique. C'est la dernière étape avant le continent polaire, là où débutent les expéditions. Pourtant, une autre possibilité existe. Punta Arenas, au Chili. Comparons-les. Ushuaia se situe plus près de l'Antarctique et constitue le principal point de départ des croisières touristiques. Cependant, aucun vol régulier vers le continent glacé, ni de grandes bases scientifiques en activité. L'ensemble est sous contrôle militaire strict, interdisant les vols privés. Seuls les navires commerciaux y sont tolérés. Il est vrai que Punta Arenas est plus éloigné du pôle. Pourtant, 22 nations et organisations internationales y ont établi leur base principale. Des vols réguliers à destination de l'Antarctique y sont opérés chaque année. Les compagnies aériennes privées y sont autorisées, faisant un véritable trait d'union aérien avec le continent. Ushuaia dispose peut-être d'un meilleur emplacement, mais c'est bien Punta Arenas qui mène la danse. L'Argentine a commis une erreur stratégique dans le choix de sa base antarctique. Au lieu d'implanter une structure simple et accessible au niveau de la mer, elle a opté pour la base Marambio, perchée en haute altitude, sur un terrain escarpé, inaccessible par voie terrestre. Tout doit y être acheminé par hélicoptère, ce qui ralentit les opérations et en accroît le coût et la complexité. Pendant un demi-siècle, l'Argentine est restée inflexible sur cette décision, tandis que le Chili développait des installations efficaces et méthodiquement conçues, que tout le monde utilise aujourd'hui. Si rien n'évolue, Ushuaia ne sera bientôt plus qu'une escale touristique. Ce qui inquiète surtout, c'est que l'Antarctique semble renouer avec un lointain passé. Cette région, censée être la plus froide du globe,
a récemment connu un phénomène sans précédent. Pour la toute première fois dans l'histoire, la température y a franchi le seuil des 20 degrés Celsius. Ce continent enseveli sous des kilomètres de glace affiche ordinairement des températures pouvant descendre jusqu'à moins 80 degrés. Or, durant l'hiver 2020, les scientifiques ont relevé une chaleur aberrante de 21 degrés sur l'île Seymour, soit davantage que dans bien des régions d'Europe à la même période. Les chercheurs avancent plusieurs explications. D'une part, des modifications dans la circulation thermique des eaux océaniques. D'autre part, la fonte du permafrost sous l'effet du réchauffement global. Tout semble indiquer que le climat évolue à un rythme bien plus rapide que prévu. Des chercheurs ont récemment mis au jour des passages secrets conçus par Léonard de Vinci sous un château médiéval d'Italie. En s'appuyant sur un croquis du XVe siècle attribué à l'illustre maestro de la Renaissance, une équipe de scientifiques de l'Université Polytechnique de Milan, associée à Codevantech et au château Sforza, a révélé une merveille architecturale jusqu'ici inexplorée. L'édification du château des Sforza débuta en 1358, mais il fut détruit près d'un siècle plus tard lors d'une succession tumultueuse. En 1450, Francesco Sforza, duc de Milan, entreprit sa reconstruction sur les ruines de l'ancienne forteresse. À sa mort, son fils Ludovico en poursuivit l'embellissement, faisant appel aux plus grands artistes de son époque, dont Léonard de Vinci, auxquels furent confiées les fresques. Les peintures de Léonard, encore visibles aujourd'hui dans la salle de l'Axe, témoignent de son passage au château. Durant cette période, il répertoria également plusieurs passages souterrains dissimulés sous l'enceinte extérieure. L'un de ces croquis, daté entre 1487 et 1486, a été retrouvé à l'Institut de France. D'une précision remarquable, il atteste non seulement de l'intérêt profond de Léonard pour l'architecture militaire, mais aussi de son talent pour documenter les structures existantes. Les archives attestent que Ludovico Sforza fit creuser un passage souterrain menant directement à la basilique Santa Maria del Grazie, où reposait son épouse Béatrice d'Este. Leur mariage, célébré en 1491, fut heureux mais tragiquement écourté lorsque Béatrice mourut en couche en 1497. Effondré par cette perte, le duc s'isola durant des semaines, laissant sa barbe pousser et ne portant plus que des vêtements noirs en signe de deuil. Le tunnel secret, dont la longueur avoisinait 800 mètres, lui permettait de se recueillir à l'abri des regards. Il aurait également pu servir à l'évacuation en cas de siège. Pendant des siècles, l'existence de ces souterrains demeura l'un des nombreux mystères de la Renaissance, aucune preuve formelle ne venant confirmer leur présence. Les scientifiques ont enfin levé le voile sur cette histoire longtemps restée secrète. Grâce à une combinaison de radars à pénétration de sol et de balayage laser, ils ont pu reconstituer un modèle 3D extrêmement précis des structures enfouies sous le château. Ils ont ainsi identifié les tunnels mentionnés par Léonard de Vinci dans ses esquisses, qui ne constitueraient peut-être qu'un fragment d'un vaste réseau souterrain encore méconnu. Leur ambition est d'élaborer une copie numérique intégrale du château, permettant de visualiser non seulement les constructions préservées, mais aussi celles disparues au fil du temps. Ils envisagent aussi d'intégrer la réalité augmentée au parcours virtuel, afin d'offrir aux visiteurs une immersion inédite dans les passages secrets conçus par Léonard de Vinci. Il demeure incertain que Léonard ait directement contribué à la construction des souterrains récemment mis au jour, mais son génie inventif ne fait aucun doute. En 1502, bien avant l'ère de la photographie et des satellites, il conçut l'une des cartes les plus précises de son temps. À cette époque, César Borgia, fils du pape Alexandre VI, fit appel à lui pour réaliser un plan remarquablement détaillé de la ville d'Imola, située près de Bologne. Jusqu'alors, la cartographie manquait de précision, faute de méthodes fiables, pour retranscrire les distances à une échelle réduite. Plutôt que d'élaborer des cartes véritablement pratiques, les cartographes passaient un temps considérable à les enluminer de motifs comme des dragons, des roses, des châteaux majestueux et toutes sortes d'embellissements. Ces représentations s'apparentaient davantage à des œuvres picturales qu'à de véritables instruments de navigation. Cependant, César Borgia recherchait un outil véritablement fonctionnel, et Léonard révolutionna alors la cartographie. Si l'on compare aujourd'hui les images satellites d'Imola à son plan, la ressemblance est frappante. Il en retranscrivit fidèlement chaque ruelle, chaque courbe des voies, et même les dimensions exactes des bâtiments. Et il accomplit cet exploit entièrement à la main, se servant uniquement d'un crayon, d'une règle, d'un compas et de quelques-unes de ses propres inventions. Afin de recueillir toutes les données nécessaires, il arpenta les rues durant des semaines, muni d'un odomètre,
une grande roue qui tournait au gré de ses déplacements et mesurait la distance parcourue grâce à un câble. Il s'appuya également sur une boussole magnétique pour déterminer les orientations avec exactitude. Il mit également au point un instrument nommé la bussola, conçu pour mesurer les angles au sein d'un cercle. Grâce à cet outil, il put analyser avec précision l'orientation des rues, la taille des intersections et la distance séparant les habitations des axes principaux. Une fois rentré, il s'appuya sur ses notes et ses calculs pour dessiner une carte à l'échelle d'une précision remarquable. Dans ses travaux, Léonard utilisa aussi une technique élaborée par l'humaniste florentin Léon Battista Alberti. Ce dernier avait mis au point une méthode permettant d'inscrire une ville entière dans un cercle grâce aux coordonnées polaires. 8 lignes droites, convergeant vers un centre unique, représentaient les principales directions d'une boussole. Léonard appliqua ce système à la cartographie d'Imola, divisant la ville en 8 sections et n'omettant aucun bâtiment, même le plus insignifiant, ce qui fit de sa carte l'une des plus avancées de son époque. L'illustre inventeur nourrissait un rêve ambitieux: concevoir une machine permettant à l'homme de voler. Il observa minutieusement les oiseaux, les chauves-souris et les cerfs-volants afin d'en comprendre le déplacement dans l'air, puis il dessina une machine volante, l'ornithoptère. Selon lui, en imitant ses mouvements naturels, l'être humain pourrait s'élever dans les cieux. Son prototype évoquait l'apparence d'une chauve-souris, avec 2 grandes ailes effilées d'une envergure dépassant les 10 mètres. Pour garantir l'équilibre entre résistance et légèreté, il envisagea d'en fabriquer l'armature en bois de pin et de la recouvrir de soie brute. Le pilote de l'engin devait s'allonger à plat ventre sur une planche en bois située en son centre. L'activation des ailes nécessitait un pédalier relié à un système de tiges et de poulies, tandis qu'une manivelle supplémentaire permettait d'accroître la puissance. Un casque aérodynamique servait également à assurer le contrôle de l'appareil. En synchronisant les mouvements de ses mains et de ses pieds, le pilote aurait pu faire battre et pivoter les ailes, à l'image d'un oiseau en vol. Cependant, un obstacle majeur demeurait. La force humaine ne suffisait pas à générer la portance nécessaire au décollage. Si l'engin avait pu fonctionner une fois en altitude, il était en revanche impossible pour un individu seul de l'élever du sol. Léonard en avait sans doute conscience, mais son concept influença toutefois la conception des machines volantes imaginées quelques siècles plus tard. Léonard de Vinci fut en avance sur son temps avec nombre de ses inventions, mais son concept d'automate humanoïde se distinguait par son caractère visionnaire. Sous le patronage de la famille Sforza, connue notamment pour la construction des anciens tunnels, il imagina un chevalier mécanique capable de mouvoir ses bras, de pivoter la tête, et même d'ouvrir et fermer la bouche. Sa maîtrise de l'anatomie et des mécanismes du mouvement corporel lui permit de concevoir cette machine singulière. Son fonctionnement reposait sur un système externe de câbles, mis en action par une manivelle et complété par un ensemble d'engrenages internes. Environ 450 ans plus tard, dans les années 1950, les croquis détaillés du chevalier mécanique de Vinci furent redécouverts. Des chercheurs tentèrent alors de recréer ce robot à partir des dessins originaux. En 2002, un roboticien du nom de Mark Rosheim, ayant travaillé pour la NASA et Lockheed Martin, s'inspira de ces notes anciennes pour concevoir un modèle fonctionnel du chevalier mécanique de Vinci. Un autre projet conçu par Léonard pour le Duc Sforza était un pont innovant, pensé pour être démontable et facilement transportable. Destiné aux troupes en campagne devant franchir rivières et douves, ce pont était conçu pour pivoter au-dessus de l'eau et se poser sur l'autre rive. Il était équipé de roues et d'un système ingénieux de cordes et poulies, permettant de le monter et de le replier tout aussi vite. Pour en assurer la stabilité, il prévoyait l'ajout d'un contrepoids spécifique. Dans ses notes, Léonard décrivit son pont comme léger mais solide et en conçut plusieurs variantes pour le duc. Parmi ses autres créations figurait un modèle de pont à assemblage ultra rapide, conçu pour permettre aux troupes de franchir successivement plusieurs cours d'eau. Alors que les scientifiques poursuivent l'exploration des passages secrets imaginés par Léonard de Vinci, de nouveaux pans de l'histoire humaine émergent. Qui sait quelles autres merveilles architecturales enfouies restent encore à découvrir? Le Canada est connu pour ses montagnes enneigées, ses immenses forêts, ses lacs, ses habitants chaleureux et son délicieux sirop d'érable. Eh bien, on peut ajouter une autre chose à la liste. On y trouve la plus ancienne eau du monde. En 2016, des chercheurs ont foré à une profondeur de 3 km et ont trouvé une ancienne poche d'eau dans la mine de Kidd, en Ontario. Cette eau serait âgée d'au moins 2 milliards d'années.
Cette eau se trouvait dans l'une des cavernes les plus profondes du sol canadien, qui compte plus de 3 millions de kilomètres carrés. Géologiquement, c'est l'un des plus grands boucliers continentaux du monde. La région subit une très faible activité tectonique, ce qui explique peut-être pourquoi cette eau est restée intacte aussi longtemps. Des scientifiques ont analysé cette eau et y ont trouvé des gaz dissous d'hélium, d'argon, de xénon et de néon. Il y avait même des traces de microbes datant de plusieurs milliards d'années. Il s'agit d'une découverte importante, qui permet aux scientifiques de remonter le temps jusque très loin. Si l'on peut trouver de l'eau pouvant accueillir la vie à plusieurs kilomètres sous la Terre, il est possible de trouver la même chose sur d'autres planètes comme Mars, Saturne et les lunes de Jupiter. Le point Nemo est le point le plus éloigné de toutes les terres. On l'appelle aussi point océanique d'inaccessibilité. Il est si éloigné de la Terre que les humains qui s'en approchent le plus sont en fait les astronautes. La Station spatiale internationale tourne autour de la Terre à une distance d'environ 400 km, alors que l'endroit habité sur Terre le plus proche du point Nemo se trouve à plus de 2687 km, et ce, quelle que soit la direction. Comme son nom officiel est un peu long, il a été surnommé Point Nemo en référence au capitaine Nemo de 20 000 lieues sous les mers. Nemo signifie « personne » en latin, ce qui convient parfaitement à cette région du globe. La forêt tordue se trouve à Gryfino, en Pologne. Il s'agit d'un groupe d'environ 400 pins au tronc courbé qui ont été plantés dans les années 30. Ils penchent vers le nord à un angle de 90 degrés à partir de la base de l'arbre, puis font demi-tour pour finir par remonter droit vers le ciel. Ces étranges courbes mesurent de 90 cm à 2,70 m, mais les arbres sont en bonne santé et beaucoup atteignent même près de 15 mètres de hauteur. Ces pins tordus sont entourés d'une plus grande forêt de pins tout à fait normaux. Il n'y a aucune explication quant à la raison pour laquelle ils sont tordus ainsi. Les théories concernant cette étrange croissance vont des conditions météorologiques à l'intervention humaine, mais personne n'est vraiment sûr. La rivière Hamza est l'une des plus longues et des plus larges rivières au monde et elle se trouve juste au-dessous du fleuve Amazon. À une profondeur de 4 km, cette rivière coule à peine plus vite qu'un filet d'eau par rapport au fleuve gigantesque qui la surplombe. L'Amazone se déverse dans l'Atlantique à raison d'un débit d'environ 133 millions de litres par seconde, tandis que l'Hamza ne parvient qu'à 3,8 millions de litres par seconde. De longueur à peu près égale à celle de l'Amazone, soit environ 6000 km, c'est sa largeur qui a stupéfié le monde scientifique. Elle mesure entre 200 et 400 km, alors que l'Amazone atteint 100 km de large au maximum. La grotte des cristaux a été découverte en 2000 lorsque des mineurs ont drainé l'eau d'une mine de zinc dans l'état de Chihuahua au Mexique. On a alors découvert une grotte enchanteresse remplie de cristaux de gypse colossaux qui mesuraient plus de 10 mètres de long et presque 1 mètre de large. Ils étaient si purs que les scientifiques étaient incapables de déterminer leur âge. Mais les chercheurs pensent avoir découvert un échantillon de bactéries vieilles de 50 000 ans à l'intérieur de l'un de ces cristaux. Également connu sous le nom de rivière aux 5 couleurs, le Caño Cristales est l'une des merveilles naturelles de Colombie. C'est un ensemble de chutes d'eau, de bassins et de cavernes, mais la rivière elle-même est la véritable star. Chaque année, entre juin et novembre, la rivière hypnotise ses spectateurs avec des nuances de jaune, vert, bleu, noir et rouge, créant un véritable arc-en-ciel liquide. Ce phénomène est dû à une plante rouge qui pousse dans la rivière. Les autres couleurs viennent des roches noires, des algues vertes, de l'eau cristalline et du sable jaune. Les couleurs changent chaque année en raison de la croissance de la plante, due aux précipitations, à la température et à la lumière du soleil. Le reste de l'année, cette rivière est juste verte. Des scientifiques d'Hawaï ont découvert que les algues rouges produisent des sons dans l'eau située autour des récifs coralliens. On pensait que ce bruit provenait des crevettes jusqu'à ce que les chercheurs fassent le lien avec la présence d'algues et se mettent à observer des bulles. Lorsque ces algues utilisent la photosynthèse pour se nourrir, elles produisent de minuscules bulles qui s'accumulent sur leur surface. Lorsque ces bulles se détachent, elles émettent un son. Les récifs peuvent être étouffés s'ils sont recouverts par trop d'algues. Le fait de découvrir que la photosynthèse produit un son pourrait aider à la préservation des récifs, car les algues pourraient fournir une alerte précoce aux scientifiques afin qu'ils puissent empêcher l'envahissement des zones vulnérables. Après les fortes pluies et l'activité sismique qui ont frappé la vallée du Grand Rift au Kenya en mars 2018, une faille s'est ouverte sur le sol, mesurant plusieurs kilomètres de long et plus de 15 mètres de large à certains endroits. Concrètement, elle a déchiré l'Afrique en deux. L'Afrique repose sur deux plaques continentales, la nubienne et la somalienne.
Avec l'activité du manteau terrestre, ces plaques s'écartent les unes des autres et cela crée d'énormes failles que nous voyons parfois à la surface. Il faudra des millions d'années pour que cet immense continent soit réellement coupé en deux. Mais lorsqu'il le sera, un nouvel océan sera créé. L'eucalyptus deglupta, qui pousse dans les forêts tropicales d'Indonésie, de Papouasie-Nouvelle-Guinée et des Philippines, semble tout droit sorti d'un jeu vidéo ou d'un film fantastique. Pouvant atteindre la hauteur de 76 mètres dans son environnement d'origine, cet arbre unique en son genre a une écorce qui présente des stries vertes, bleues, oranges, violettes et rouges. Lorsque les bandes d'écorce se détachent, les couleurs de l'arbre changent et l'écorce interne vert vif est révélée. Au large de l'île Maurice, dans l'océan Indien, il y a une vue spectaculaire qui vaut vraiment la peine de faire un tour en avion. Ce qui ressemble à une chute d'eau sous-marine est en fait du sable provenant des côtes qui est poussé par les courants océaniques depuis une plateforme côtière et qui tombe dans les profondeurs de l'océan à l'extrémité sud de l'île. Les fonds marins situés autour des îles atteignent généralement 8 à 150 mètres de profondeur, mais ici, ce creux descend sur plusieurs kilomètres, créant l'illusion d'une cascade. Ce plateau océanique n'existait pas il y a quelques millions d'années et il est apparu assez récemment. Les arbres marcheurs de l'Amazonie représentent l'une des manières les plus singulières utilisées par les plantes pour se déplacer et atteindre l'endroit parfait afin de se développer. Ils laissent leurs nouvelles racines remplacer les anciennes, marchant littéralement à la recherche de plus de lumière. Au fur et à mesure que ces nouvelles racines s'enfoncent dans le sol, l'arbre se penche vers elles et abandonne lentement ses anciennes. Ce voyage vers un meilleur endroit peut prendre du temps, car ces arbres ne se déplacent que de 2 cm par jour, ce qui fait quand même plusieurs mètres par an. Tu imagines ça dans ton jardin? Tu plantes un arbre là, et l'année d'après, il est tout là-bas. Dans le sud du Costa Rica, 300 boules de pierre sont disséminées dans la forêt. Certaines pèsent autant qu'une boule de bowling, mais d'autres peuvent peser jusqu'à 15 tonnes. Leur utilité et la façon dont elles ont été créées nous échappent encore. Découvertes dans les années 30, beaucoup d'entre elles ont été déplacées et transportées dans le monde entier. Ce n'est que dans les années 70 que l'on a commencé à préserver le site. Si ces pierres restent un mystère, les archéologues savent qu'elles sont faites de granodiorite, une roche semblable au granit. Si elles ont été sculptées par une quelconque civilisation, leur forme sphérique quasi parfaite a dû être obtenue par burinage au moyen de petites pierres. La dépression de Danakil, en Éthiopie, est un endroit qui semble appartenir à une autre planète. Avec ses bassins de lave, ses sources chaudes aux couleurs fluo et ses vastes étendues de sel, elle enregistre une température moyenne annuelle de 34,4 degrés Celsius. Des gaz toxiques couvrent la région car ses sources chaudes sont remplies d'acide. Pire encore, elle ne reçoit pas plus de 10 cm de précipitations annuelles. C'est aussi l'un des endroits les plus bas de la planète, à 125 mètres sous le niveau de la mer. Pas étonnant que ce soit l'un des lieux les plus inhospitaliers de la planète. Imaginez-vous en train de traverser un désert à pied. Il fait chaud, vous avez terriblement soif et pour couronner le tout, il vous faut contourner ce mur. Un mur au milieu d'un désert aride et sans vie. Exactement, un mur dans le nord du désert saoudien. Les archéologues viennent de faire une découverte extraordinaire, et il ne s'agit pas d'un simple mur. Non, il s'agit de toute une ville antique fortifiée qui pourrait dater de l'an 2400 avant notre ère. Ils pensent que cet endroit abritait environ 500 personnes et qu'il a pu être habité pendant un millénaire. C'est une découverte capitale, car cela signifie que cette région était peut-être beaucoup plus avancée que l'on ne le pensait. La ville était bien organisée, avec différentes zones d'habitation, des tours et des murs solides pour la protection des habitants, ainsi que différentes sections pour toutes sortes d'activités quotidiennes. Cette ville antique, que l'on appelle aujourd'hui Al-Natar, était une ville oasis, et grâce à elle, nous avons un aperçu de ce qu'était la vie dans ce désert il y a des milliers d'années. Apparemment, les différentes zones étaient bien séparées. Il y avait des quartiers résidentiels, un cimetière, des terres agricoles et même un centre-ville. Cette ville oasis, située dans la région de Khaybar, constitue la première grande colonie organisée du 2e ou 3e millénaire avant notre ère découverte par les chercheurs dans le nord-ouest de l'Arabie. Les premières études nous montrent que cette ville, qui s'étendait sur environ 2400 mètres carrés, comprenait plusieurs quartiers, dont un quartier résidentiel, un cimetière et un quartier judiciaire avec des tribunaux. Les maisons étaient disposées en rangées bien ordonnées, toutes reliées par de petites routes. Ces rues séparaient le quartier résidentiel du reste de la ville. À l'époque, la plupart des habitants de cette région étaient des éleveurs nomades, en perpétuel mouvement.
Cependant, les archéologues sont convaincus que pendant l'âge du bronze, le nord-ouest de l'Arabie était parsemé de petites villes fortifiées et d'oasis. Ces villes et oasis reliées entre elles étaient uniques. Elles offraient aux populations la sécurité nécessaire pour vivre, stocker des marchandises et faire du commerce. Elles témoignent des débuts de l'urbanisme et nous suggèrent que c'est à cette époque que les gens ont commencé à s'installer et à organiser leur communauté de manière plus structurée. L'équipe de recherche estime qu'il y avait environ 50 maisons à Al-Nata. Cependant, ce nombre pourrait atteindre 70 à mesure que les fouilles avancent. On pense que quelques centaines de personnes vivaient là. L'un des aspects les plus remarquables est sans doute que certaines maisons comptaient jusqu'à 3 étages. Construite sur une pente près de 2 routes commerciales importantes, cette ville bénéficiait d'un emplacement privilégié. L'un des aspects les plus impressionnants de cet endroit est son approvisionnement en eau. L'oasis disposait de sources et d'aquifères, des sources d'eau souterraines, ce qui en faisait un endroit idéal pour l'agriculture. Grâce à ces réserves d'eau, les habitants pouvaient cultiver leur propre nourriture et être relativement autonomes. Les murs d'enceinte servirent probablement à contrôler l'accès à la ville et à ses ressources. Ce mode de vie sédentaire constituait un changement impressionnant par rapport à l'existence nomade des populations précédentes. Ce fut le début d'un mode de vie dit agro-pastoral, soit un mélange d'agriculture et d'élevage. Cette théorie est corroborée par la découverte, à l'intérieur de la ville, de tout un ensemble d'outils, des meules, des mortiers et des pilons. Les habitants moulaient leurs céréales afin de préparer leurs repas. Ils se nourrissaient de grains, de viande et de lait provenant de leurs propres élevages. Ces découvertes fascinantes nous montrent que les gens pouvaient subvenir à leurs besoins et qu'ils étaient étonnamment avancés pour l'époque. Grâce à un meilleur accès à l'Arabie Saoudite au cours des 2 dernières décennies, les archéologues ont désormais une image beaucoup plus précise de la vie qu'on y menait il y a des milliers d'années. Al-Nata faisait peut-être même partie d'un réseau de villes oasis fortifiées similaires réparties dans toute la région. Grâce à ces sites, nous pouvons à présent savoir comment fonctionnaient les routes commerciales et comment s'organisaient les petites colonies à cette époque dans cette région aride. Cette récente découverte n'est toutefois pas la seule à susciter l'enthousiasme du monde scientifique. Et si nous allions visiter l'Égypte, des archéologues viennent d'y découvrir un trésor antique gréco-égyptien sous les eaux. Ils explorèrent la cité perdue de Tonis Héracléon. Au large des côtes égyptiennes, elle aurait coulé il y a plus de 1000 ans. Cette ville était légendaire. Personne ne savait où elle se trouvait exactement jusqu'à sa redécouverte en l'an 2000. Aujourd'hui, les fouilles avancent et au cours d'une exploration récente, les archéologues ont découvert un trésor composé de nombreux objets en or et en argent. On pense qu'on les utilisait lors du couronnement des nouveaux pharaons. Les chercheurs ont même découvert un ancien temple grec dédié à Aphrodite, ainsi que des armes grecques très anciennes. Frank Gaudio, l'archéologue en chef, a déclaré qu'il était étonnant que ces objets si fragiles aient survécu à la catastrophe qui a détruit l'ancienne ville. À son apogée, Tonis Héracléon était l'une des plus grandes cités portuaires de la Méditerranée. C'était un immense centre culturel et le principal point d'entrée en Égypte pour les navires en provenance de Grèce. Malheureusement, en raison de la montée des eaux, de tremblements de terre et d'un raz-de-marée catastrophique, le sol sous la ville s'est un jour littéralement transformé en boue. La ville entière a alors sombré dans la Méditerranée. Et on l'a oublié jusqu'à ce que l'équipe de Gaudio la redécouvre en l'an 2000. Depuis, plusieurs de ces sites ont été mis au jour et les chercheurs ont pu peu à peu reconstituer son histoire. Si cette cité engloutie ne vous impressionne pas, nous vous emmenons à présent en Amazonie, où une découverte vraiment stupéfiante a été faite. Depuis des siècles, on parle de cités perdues au cœur de la jungle amazonienne, comme Eldorado, qui a attiré tant d'explorateurs espagnols à la grande époque des découvertes. Beaucoup d'entre eux ne sont jamais revenus. Dans les années 1900, un explorateur britannique nommé Percy Fawcett est parti à la recherche de ce qu'il appelait la cité perdue de Z. Et lui aussi a disparu. Aujourd'hui, des scientifiques ont trouvé la preuve que ces cités perdues de l'Amazonie ont bel et bien existé. Une équipe de chercheurs a utilisé une technologie appelée LIDAR, qui permet de voir à travers l'épaisse jungle depuis le ciel en projetant des faisceaux lumineux vers le sol. Ils ont survolé la jungle bolivienne à bord d'un hélicoptère à environ 200 mètres d'altitude et ont cartographié ces anciennes cités. Ils ont découvert les ruines d'une immense agglomération construite par le peuple khazarabe qui y a vécu de 500 à 1400 après JC. Il ne s'agissait pas juste de quelques bâtiments éparpillés ici et là. Les cartes LIDAR ont révélé d'immenses centres urbains, des pyramides, des plateformes, des routes, des canaux et des chaussées, le tout soigneusement aménagé. Il s'avère que l'Amazonie n'était pas une jungle vierge, mais qu'elle abritait autrefois de grandes villes très complexes.
Un scientifique de l'Institut archéologique allemand a expliqué que les Européens avaient longtemps ignoré la possibilité de l'existence d'anciennes villes amazoniennes, mais que les cartes LIDAR venaient aujourd'hui leur donner tort. Ces nouvelles cartes ont révélé 26 sites, dont 11 totalement inconnus jusqu'à présent. Les chercheurs ont découvert 2 sites urbains principaux, Landivar et Kotoka, qui comportaient d'énormes douves, de grands bâtiments sur plateforme et de hautes pyramides. Les différentes colonies, petites et grandes, étaient reliées par des chaussées s'étendant comme les rayons d'une roue. Certains canaux reliaient même les villes à des rivières et à un grand lac, ce qui permettait à l'eau de circuler dans la région. Au fil des ans, les scientifiques ont trouvé des ruines éparpillées dans toute la zone, mais à cause de l'épaisseur de la jungle, il était presque impossible de relier les points entre eux et de comprendre de quelle façon communiquaient tous ces vestiges. Grâce au LIDAR, l'ensemble du site a pu prendre vie, révélant un système urbain organisé extrêmement vaste. Il est désormais évident que ces sites avaient également une signification spirituelle, car tout y est disposé de manière à évoquer une structure symbolique profonde. La civilisation khazarabe n'est pas aussi célèbre que celle des Mayas, mais elle a connu une société florissante dans une région confrontée à d'énormes défis tels que des inondations annuelles. Et bien que les Andes voisines possèdent leurs propres sites monumentaux, les Khazarabes ont réalisé quelque chose d'absolument unique. Ils disposaient même de réservoirs pour stocker l'eau, ce qui suggère qu'ils devaient faire face à des sécheresses occasionnelles, ce qui est assez inhabituel en Amazonie. En réalité, ces terribles sécheresses pourraient nous expliquer pourquoi les Khazarabes ont finalement quitté leur ville vers l'an 1400 de notre ère. Avez-vous déjà vu des balles de cricket âgées de 3 milliards d'années ? Les sphères de Klerksdorp, découvertes dans des dépôts de pyrophilite en Afrique du Sud, ont secoué la communauté scientifique. Elles ressemblent en effet à de petites balles de cricket anciennes, avec des lignes similaires à des coutures autour du milieu. Dans les années 80, certains ont prétendu que ces sphères avaient été fabriquées par une civilisation antédiluvienne dont nous ignorions tout. Un conservateur de musée a même raconté qu'elles tournaient d'elles-mêmes dans leurs vitrines. Et une émission de télévision a également invité un voyant qui affirmait que ces sphères étaient les fragments d'un ancien vaisseau spatial. Mais selon les géologues, ces sphères sont en fait des concrétions assez courantes, ou des objets sphériques formés à partir de minéraux différents de ceux de la roche environnante. Ces lignes semblables à des coutures ne sont que les empreintes des couches de la roche d'origine accumulées au fil du temps. Les sphères de Klerksdorp présentent différentes formes, allant de sphères légèrement aplaties à des disques distincts. Concernant l'épisode où l'une de ces sphères aurait tourné d'elle-même, le conservateur du musée de Klerksdorp a également apporté une clarification. Il a expliqué que lorsqu'il avait placé l'une des sphères en vitrine lors de la visite d'un journaliste, cette dernière avait légèrement pivoté en raison de sa forme. De plus, la région où se trouve le musée subit fréquemment des secousses dues aux activités minières à proximité. Les empreintes de pas humanoïdes les plus anciennes pourraient dater de 6 millions d'années. Elles ont été découvertes sur l'île de Crète en 2002. Si cette datation est correcte, cela signifierait que les ancêtres des premiers humains auraient pu migrer entre l'Europe et l'Afrique beaucoup plus tôt que nous ne le pensions auparavant. Cela ne remet pas en cause l'Afrique en tant que berceau de l'humanité, mais pourrait simplement prouver que nos ancêtres primitifs se déplaçaient déjà entre les continents. Certains chercheurs pensent que ces empreintes auraient été laissées par une créature bipède, possiblement liée à un ancêtre humain surnommé El Greco. D'après les scientifiques qui les ont étudiées, ces empreintes présentent une forme très similaire à celle de l'homme, avec 5 orteils et un gros orteil parallèle. Toutefois, certains demeurent sceptiques et suggèrent que ces empreintes appartiendraient plutôt à un singe européen tardif. Une nouvelle étude a analysé des micro-organismes marins fossilisés dans les roches sédimentaires pour dater ces empreintes et confirmer qu'elles remontent effectivement à 6 millions d'années. La prochaine découverte fascinante qui captive les scientifiques est le pot de Dorchester. Ce récipient de métal, magnifiquement façonné, est orné de motifs géométriques élaborés en argent. Découvert à Dorchester, quelle surprise, en 1852, dans des circonstances plutôt inhabituelles, le pot s'est brisé en 2 morceaux lors d'une puissante explosion. Les scientifiques pensent qu'il était à l'origine encastré dans une roche ou un bloc connu sous le nom de poudingue. La roche d'où provient le pot de Dorchester date d'environ 500 millions d'années, ce qui pourrait indiquer que le pot lui-même est tout aussi ancien.
Toutefois, la théorie actuelle, et bien moins excitante, suggère que le pot de Dorchester ne serait qu'un bougeoir de l'époque victorienne. Ces objets étaient très en vogue à l'époque. Il n'est donc guère surprenant de retrouver un article aussi sophistiqué de cette période. Le pot de Dorchester appartient à la catégorie des objets manufacturés incongrus. Ce sont des objets qui semblent bien trop avancés pour l'époque à laquelle ils sont censés appartenir. Si nous acceptons que le pot ait 500 millions d'années, cela signifie que son créateur était très en avance sur son temps en termes d'artisanat et de technologie. Un mystère supplémentaire est que le pot porte la gravure d'une plante probablement disparue de la Terre il y a plus de 100 000 ans, renforçant l'hypothèse de son incroyable ancienneté. Enfin, il semble que la plus ancienne carte d'Europe soit une pierre vieille de 4000 ans. Cette dalle de l'âge du bronze, découverte en France en 1900 dans un ancien cimetière, présente des gravures représentant en 3 dimensions le réseau du fleuve Odet, et ce avec une précision remarquable d'environ 80% sur une distance de 29 km. Il existe d'autres cartes gravées dans la pierre à travers le monde, mais celle-ci est unique, car elle représente une zone spécifique à l'échelle. Les gravures de la dalle ne cartographient pas seulement les rivières et les collines, mais aussi les peuplements, les tumulus et les systèmes agraires. Les archéologues affirment que cette dalle n'était pas utilisée pour se repérer, mais plutôt pour symboliser un certain pouvoir. Les marques détaillées qui s'y trouvent auraient pu servir à représenter le domaine de la tribu dominante afin d'illustrer son contrôle sur le territoire. Lorsque leur chef a perdu le pouvoir, cette dalle a probablement été réutilisée comme partie d'une chambre funéraire. Cet artefact unique était conservé dans la cave d'un musée et pendant des décennies, il est resté inaperçu jusqu'à ce que plusieurs chercheurs, en lisant d'anciens rapports à son sujet, décident de l'examiner. Ils ont mené une analyse détaillée en utilisant des techniques 3D. Leurs recherches ont ainsi prouvé que les créateurs de cette dalle avaient non seulement gravé des lignes dans la roche, mais aussi modifié sa surface pour refléter avec une grande précision la topographie du paysage. Le cube de Salzbourg, également connu sous le nom de fer de Wolfsegg, a été découvert à la fin du XIXe siècle en Autriche. Ne vous laissez pas tromper par son nom, car il ne ressemble pas du tout à un cube. C'est plutôt un objet arrondi avec 2 côtés plats. Au milieu se trouve une rainure, et sa surface est couverte de fossettes et de cratères. Cette apparence unique a conduit beaucoup de monde à penser qu'il pourrait s'agir d'un objet extraterrestre. Des ouvriers ont accidentellement découvert cet artefact en faisant éclater une veine de charbon estimée à plus de 60 millions d'années. Le cube de Salzbourg a été déplacé entre différents musées, a mystérieusement disparu au début du XXe siècle, puis a finalement réapparu. Un professeur de l'université de Bonn a suggéré qu'il pourrait provenir d'une météorite. Cependant, aucune trace d'éléments normalement présents dans les météorites, comme le cobalt ou le nickel, n'a été trouvée. Les chercheurs ont ensuite pensé qu'il pouvait s'agir d'un objet fabriqué par l'homme, un bougeoir de l'époque victorienne, qui sait. Personne ne connaît la véritable histoire de ce cube, pas plus que son emplacement actuel. Eh oui, il a de nouveau disparu. Avez-vous entendu parler de l'empreinte de Meister ? Il s'agit d'une empreinte de sandales fossilisées découverte en 1968 qui a suscité énormément d'intrigues. Un trilobite se trouve à l'intérieur de l'empreinte. Or, ces créatures sont censées avoir disparu environ 500 millions d'années avant l'apparition de l'homme. Cependant, de nombreux historiens pensent que cette datation est exagérée. Lorsque Meister a découvert le fossile, celui-ci a été authentifié. Toutefois, le scientifique qui a procédé à cette authentification n'a pas confirmé qu'il s'agissait d'une empreinte de sandales humaines. Il a seulement reconnu la présence d'un trilobite. Un autre scientifique, en visitant le site, a découvert une empreinte de 15 cm qu'il pensait être celle d'un mocassin d'enfant, bien que ses chaussures aient semblé neuves. Alors, pourrait-il s'agir d'une trace de voyage temporel, d'un signe que les humains existaient des millions d'années plus tôt que nous ne le pensions, ou d'une preuve que quelqu'un d'autre a visité notre Terre primitive? Ou peut-être est-ce simplement une formation rocheuse qui ressemble à une trace de sandales? Toutes ces questions demeurent sans réponse. En juin 1936, un couple se promenait le long de Red Creek à London, au Texas, lorsqu'ils ont découvert quelque chose d'inhabituel. Un morceau de bois émergeant d'une ancienne formation rocheuse. Environ 10 ans plus tard, leur fils curieux décida de briser la roche pour voir ce qui se trouvait à l'intérieur. Il découvrit alors un marteau qui semblait étonnamment moderne. Par la suite, un passionné d'objets insolites estima que la roche enveloppant le marteau datait de la période du Crétacé. Cela signifierait
que quelqu'un aurait laissé tomber un marteau du 19e siècle à une époque où des dinosaures comme le Triceratops étaient encore présents sur Terre. Si ce marteau datait réellement du Crétacé, cela remettrait en cause toute la théorie de l'évolution. Mais si ce marteau était moderne, cela signifierait que la formation rocheuse d'où il provenait était beaucoup plus récente que nous ne le pensions. La réponse était en réalité bien plus simple. Le marteau était effectivement moderne, et des processus géologiques l'avaient emprisonné dans la roche. Les minéraux peuvent se solidifier autour d'un objet en relativement peu de temps. Ainsi, ce marteau avait probablement été perdu par un mineur environ un siècle plus tôt, et la roche s'était formée autour de lui par la suite. Et non, ce n'était pas non plus un bougeoir de l'ère victorienne. Nous sommes en Sibérie. Il fait si froid ici que les rafales de vent glacial te brûlent le visage. Toute cette neige blanche semble t'aveugler. Cet endroit ressemble à l'Antarctique à cause du permafrost. Récemment, un groupe de scientifiques a fait des recherches sur l'une des rivières locales. À l'aide d'une foreuse, ils ont extrait plusieurs échantillons de sol gelé. Les chercheurs ont été choqués de trouver des créatures vivantes à l'intérieur de la glace. Plus tard, en laboratoire, ils ont réalisé que les créatures étaient des organismes multicellulaires microscopiques connus sous le nom de rotifères bdelloïdes. Ces créatures ressemblaient à de petits vers. Les scientifiques savaient que ces vers pouvaient vivre dans des conditions de congélation jusqu'à 10 ans. Mais l'âge des rotifères trouvés dans la glace était d'environ 24 000 ans. Et après la décongélation, ils ont commencé à se reproduire, comme s'ils avaient dormi pendant quelques heures et non des milliers d'années. Une analyse plus poussée a montré que ces organismes pouvaient rester congelés pendant des centaines de milliers d'années. Les rotifères pourraient avoir vécu à l'époque où les gens n'avaient pas encore inventé la roue. Et ce n'est pas leur seul super pouvoir. Les rotifères bdelloïdes font partie des animaux les plus résistants à la radioactivité sur Terre. Ils peuvent survivre dans des endroits où il n'y a ni oxygène ni eau. Ils peuvent aussi rester en vie dans des zones à forte acidité et peuvent vivre sans nourriture ni eau pendant longtemps. Ce ne sont d'ailleurs pas les seules créatures connues pour vivre pendant des milliers d'années. Des types particuliers de mousses et certains micro-organismes sont aussi presque immortels. Les nématodes, également appelés vers ronds, font partie des variétés de vers les plus adaptables au monde. Imagine la tour Eiffel qui se dresse haute et fière. Et maintenant, faisons-la 10 fois plus haute et plaçons-la sous terre. C'est exactement à cette profondeur, à plusieurs milliers de mètres sous la surface, que les scientifiques ont découvert ces créatures. Il n'y a pas de lumière solaire et presque pas d'air à cet endroit. Et comme on est beaucoup plus proche du noyau de la Terre que de sa surface, la température y est plus élevée qu'au milieu du désert le plus chaud. Les millions de tonnes de terre qui se trouvent au-dessus créent une pression folle. Mais tout cela n'a pas empêché la vie de s'y développer. Lorsque les vers ronds manquent d'air ou de nourriture, ou lorsque la température devient trop élevée, ils rentrent dans un état unique de stase ou d'hibernation profonde. Dans ce mode, le métabolisme des vers ralentit et presque tous les processus de leur corps s'arrêtent. Les créatures peuvent dormir pendant très longtemps et ne se réveillent que lorsque l'environnement devient plus vivable. D'ailleurs, on n'a pas besoin d'aller si profondément sous terre pour trouver ces créatures. On trouve des nématodes partout dans le monde. Ils peuvent vivre dans des sources chaudes, des déserts, en haute montagne, parmi les glaces dures de l'Antarctique ou à l'intérieur des animaux et des humains. Nos prochaines créatures invulnérables sont les tardigrades, également connus sous le nom d'oursons d'eau. Ce sont des invertébrés microscopiques à 8 pattes, étroitement liés aux arthropodes. Il est impossible de les voir à l'œil nu. Mais un microscope conventionnel te permettra de voir les tardigrades en détail. Ils ressemblent effectivement à de minuscules oursons. On les appelle oursons d'eau car ils ont besoin d'une fine couche d'eau autour de leur corps en permanence. Elle est nécessaire pour éviter la déshydratation. Les tardigrades ont été trouvés dans toutes sortes d'environnements, des profondeurs de l'océan aux dunes de sable. Ils sont incroyablement robustes grâce à la structure unique de leur organisme. Certes, ils ont l'air mous, mais leur corps est recouvert d'une cuticule résistante. Ce revêtement ressemble aux exosquelettes des sauterelles, des mantes et de nombreux autres insectes. Les oursons d'eau se débarrassent de leur ancienne couche de cuticule lorsqu'ils ont besoin de grandir. Chacune de leurs 8 pattes possède 4 à 6 griffes, ce qui les aide à s'agripper à n'importe quelle surface. Les oursons peuvent survivre à une température presque 3 fois plus froide que celle de la glace de l'Antarctique. La chaleur ne leur fait pas peur non plus. Il a été prouvé qu'ils pouvaient survivre à une température d'ébullition de l'eau. De plus, les oursons d'eau n'ont pas peur des radiations ni des hautes pressions. Dans les profondeurs de l'océan, la pression peut détruire les alliages des métaux les plus solides.
Mais ces créatures peuvent résister à des pressions 6 fois supérieures. Et le plus impressionnant, c'est qu'ils peuvent vivre dans le vide de l'espace. Notre planète possède un champ magnétique. C'est un bouclier qui nous protège des radiations solaires. Les tardigrades n'ont pas besoin de cette protection. Ils peuvent aller en orbite proche de la Terre et revenir indemnes. Tout cela grâce à une protéine qui protège leur ADN des rayonnements ionisants. Comme d'autres organismes immortels, les oursons d'eau peuvent tomber dans un état de cryptobiose. Les tardigrades rentrent leur tête et leurs jambes à l'intérieur de leur corps et s'endorment. Si les conditions environnantes menacent de geler, de se dessécher ou de subir un manque d'oxygène, ils resteront dans cette forme de tonneau jusqu'à ce que la situation s'améliore. Ce sont là des organismes et des microbes microscopiques que l'on ne peut voir qu'au microscope. Mais que penses-tu de quelque chose de plus grand? Voici les Opheridae. Ils vivent dans le sud-ouest des États-Unis et au Mexique. Ces coléoptères ne peuvent pas survivre à des températures élevées, vivre sans oxygène ou dans des conditions de rayonnement accrues. Mais leurs carapaces sont si résistantes qu'elles ne peuvent être entamées qu'avec une perceuse ou un marteau. Leurs exosquelettes durables sont faits d'une substance spéciale, la chitine. On la trouve aussi dans la carapace des crabes et des crevettes. Et encore, la chitine des Opheridae est si durable qu'elle leur permet de résister à l'impact d'une voiture roulant à grande vitesse. En cas de danger, ils peuvent cacher leurs moustaches et leurs solides pattes dans des renfoncements spéciaux de la coquille. Les autres animaux ne peuvent pas mordre à travers la carapace, si bien qu'ils recrachent le coléoptère et partent chercher leur déjeuner ailleurs. Dès que le danger disparaît, la bestiole étire à nouveau ses pattes et vaque à ses occupations. La carapace sauve aussi les coléoptères de la déshydratation, ce qui est très utile dans les régions arides du Mexique et du sud-ouest des États-Unis. À l'intérieur de leur exosquelette, ils peuvent stocker de l'humidité. En d'autres termes, ces insectes peuvent absorber de l'eau dès qu'ils en trouvent et transporter ce liquide à l'intérieur d'eux-mêmes. Nos prochaines créatures sont incroyablement fragiles, mais elles savent comment survivre dans des endroits où presque aucun autre animal ne peut vivre. Rendons-nous dans le sud-est de la Roumanie, près de la mer Noire. Ici, sur une large plaine désolée, tu pourras remarquer la présence d'une fosse. C'est une mine qui s'enfonce profondément dans le sol. L'air à la surface de notre planète contient généralement environ 20% d'oxygène. Mais dans la mine, il n'y en a que 10%. À l'intérieur de la grotte, l'air a également une teneur accrue en sulfure d'hydrogène et en dioxyde de carbone. Les humains ne peuvent pas y respirer sans une bouteille d'oxygène. On peut raisonnablement dire que l'eau et l'air y sont empoisonnés. Presque aucun animal ne pourrait survivre ici. Pourtant, 48 espèces d'organismes vivants ont été trouvées dans cette grotte. 33 d'entre elles sont des espèces nouvellement découvertes. Et ce ne sont pas seulement des microbes ou des bactéries qu'on ne peut pas voir sans microscope. Quelque chose de plus grand vit ici. D'étranges escargots blancs rampent sur les parois des mines. Des crevettes transparentes et un tas de sangsues d'un genre inconnu nagent dans l'eau. Des mille-pattes blancs avec d'énormes moustaches et des araignées blanches effrayantes courent sur le sol. Et ils vivent tous ici depuis presque 5 millions d'années. Tu remarqueras peut-être un scorpion d'eau et une autre espèce non identifiée de cet animal. Ils ne ressemblent pas à ses cousins qui vivent dans les sables chauds ou les forêts tropicales. Aucune créature vivante n'a l'air ordinaire ici. Tous les animaux sont blancs ou transparents. Ils n'ont pas d'yeux, mais sont équipés de longues pattes et de moustaches antennes qui les aident à se repérer dans cet espace sombre. Plus tu t'enfonces dans la grotte, moins l'air contient d'oxygène. Mais le nombre d'organismes vivants augmente. L'air est rempli de méthane et de dioxyde de carbone. Aucun habitant de cette grotte n'a jamais vu la lumière du soleil et n'est jamais sorti de l'obscurité. Il semble impossible de survivre dans de telles conditions où les plantes ne produisent pas d'oxygène. La réponse à la question de leur survie est cachée dans un petit lac. La surface de l'eau est recouverte d'une étrange mousse. Si tu la regardes attentivement, tu peux voir que cette substance blanche est vivante. Elle ressemble à du papier mouillé et doux, facile à déchirer. Cette chose est constituée de milliards d'organismes vivants, des bactéries appelées autotrophes. Il y a beaucoup plus de dioxyde de carbone dans la grotte qu'à l'extérieur. Et ces bactéries, comme les plantes, l'absorbent. Mais elles ne le font pas à l'aide de la photosynthèse, ce qui signifie qu'elles n'ont pas besoin de la lumière du soleil. Elles utilisent l'eau pour la chimiosynthèse. Ce que ces bactéries sécrètent est de la nourriture pour d'autres bactéries. Et ces autres bactéries servent de nourriture à des créatures plus grandes. Ce cycle alimentaire unique n'existe nulle part ailleurs sur la planète.
Une découverte fascinante et pour le moins inattendue a émergé parmi les roches de la vallée d'Ica, au Pérou. Les ossements d'une baleine préhistorique, Perucetus colossus, ayant vécu il y a près de 40 millions d'années. Initialement, ces os massifs et aux formes inhabituelles n'ont pas suscité beaucoup d'intérêt, car on les a pris pour de simples rochers gigantesques. Certes, cette hypothèse pouvait intriguer, mais les choses ont pris une tournure différente lorsque les chercheurs ont réalisé qu'ils étaient face au reste d'un animal marin colossal qui arpentait autrefois les côtes du Pérou. Par ailleurs, cette baleine serait probablement l'être le plus lourd à avoir jamais existé. Désolé, la baleine bleue, on sait que tu as tout fait pour obtenir ta place au sommet. Avec une longueur de plus de 30 mètres et un poids dépassant 200 tonnes, elle mérite son statut de plus grand animal de la planète. Toutefois, il semble que son règne touche à sa fin. Il est temps de céder le titre à un nouveau prétendant. Et celui-ci est véritablement titanesque. Cette créature des océans était sans doute plus courte que la baleine bleue, mais nettement plus lourde, avec une masse estimée entre 93 et 370 tonnes. Si les calculs penchent vers la fourchette supérieure, Perucetus pourrait devenir le plus grand animal jamais connu sur Terre. Ce poids impressionnant s'explique par des os extraordinairement denses et épais, un trait qu'on observe encore aujourd'hui chez des espèces comme les lamantins ou certains des premiers cétacés. Ces os denses représentent un atout considérable pour les mammifères marins, car ils leur permettent de rester immergés la majorité du temps. Mais un excès de poids peut être problématique. Un corps trop lourd aurait tendance à couler en permanence, obligeant l'animal à dépenser une énergie considérable pour remonter à la surface. Pour éviter cela, les mammifères marins doivent posséder suffisamment de tissus plus légers, comme des muscles ou de la graisse, pour garantir leur flottabilité tout en minimisant leurs efforts. Les scientifiques ne disposaient pas du squelette complet, ce qui complique l'évaluation de la taille de l'animal. Cependant, ils ont utilisé le rapport entre les os lourds et les tissus plus légers, observés chez d'autres mammifères marins pour estimer le poids total de cette immense baleine préhistorique. Ces fossiles ont été découverts il y a environ 13 ans, et les chercheurs ont passé les 10 années suivantes à extraire la baleine de la roche. L'analyse de son anatomie et de son âge a révélé qu'elle était apparentée au Basilosaurus, une baleine dotée d'un long museau garni de dents acérées et d'un corps élancé évoquant celui d'une anguille. Même si Perucetus n'était pas plus grand que la baleine bleue, il n'en demeurait pas moins un géant régnant sur les profondeurs océaniques. Contrairement aux baleines modernes, il est plausible que cette créature ait été un prédateur s'attaquant à des proies de grande taille. Cette découverte bouleverse également notre compréhension de l'évolution des baleines. Les chercheurs pensaient auparavant que ces majestueuses créatures avaient atteint des tailles impressionnantes il y a environ 5 millions d'années lorsqu'elles ont commencé à consommer une grande quantité de petites proies. Or, voici la preuve que des baleines gigantesques existaient bien avant. Toutefois, il reste à élucider comment cette baleine trouvait suffisamment de nourriture pour subvenir à ses besoins. Par ailleurs, il reste difficile de déterminer précisément le régime alimentaire de cette ancienne créature. Avec sa taille imposante et sa nage lente, elle devait probablement chercher sa nourriture dans des eaux peu profondes. Elle se nourrissait sans doute de crustacés, de palourdes ou d'autres petits animaux enfouis dans le sable. Une hypothèse propose qu'elle était charognarde, se nourrissant des restes d'animaux trouvés sur son passage. Il n'est pas rare de découvrir des fossiles d'animaux marins dans les déserts, car bon nombre de ces zones étaient autrefois immergées. Le Sahara, par exemple, était, il y a 50 à 100 millions d'années, une mer peu profonde appelée la voie maritime transsaharienne. Si cette région est aujourd'hui aride, les habitants de ces lieux avaient conscience de son passé aquatique, car ils y trouvaient souvent d'anciennes coquilles. La mer atteignait une profondeur d'environ 50 mètres, une profondeur idéale pour la baignade. Certains pourraient comparer cette région au Porto Rico d'aujourd'hui, avec son abondance de soleil et ses eaux peu profondes. Les forêts de mangroves y étaient répandues, tout comme les fonds marins recouverts de mollusques, tels que les escargots et les palourdes. Les sédiments marins déposés après l'assèchement de la mer regorgent de fossiles variés. Les créatures peuplant cet ancien monde sous-marin avaient une apparence peu engageante et étaient nettement plus imposantes que leurs descendants actuels. Un être humain de taille normale aurait à peine constitué un encas pour ces géants, loin d'un repas complet. Généralement, lorsqu'un animal s'établit sur une petite île, il peut atteindre une taille bien supérieure à celle de ses congénères continentaux. Ce phénomène, connu sous le nom de gigantisme insulaire, s'explique par la présence accrue de ressources ou la réduction du nombre de prédateurs sur les îles. Peut-être un phénomène similaire s'est-il produit dans la voie maritime transsaharienne. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une île,
Les mouvements incessants des eaux ont formé de petites poches isolées. Les conditions spécifiques qui y régnant ont vraisemblablement favorisé la croissance de certaines espèces. Ainsi, on retrouve des créatures telles que des serpents de mer et des silures colossaux, ainsi que d'autres poissons aujourd'hui disparus. Parmi eux, un pycnodontiforme se distinguait par ses mâchoires puissantes, qu'il utilisait pour broyer des coquilles et s'attaquer à des proies dures. La dentition de ces animaux témoigne de leur rôle de prédateurs dans cet écosystème. Leur régime alimentaire a évolué avec le temps, à l'instar de certains piranhas modernes. Mais la compétition pour dominer la chaîne alimentaire était féroce, surtout face à des prédateurs d'envergure tels que les requins, les crocodiles ou encore d'antiques ancêtres des éléphants. Le Sahara a connu plusieurs phases dans son histoire. Si vous aviez une machine à remonter le temps et que vous visitiez ce qui est aujourd'hui le plus grand désert chaud du monde tel qu'il était il y a environ 6000 ans, vous ne seriez pas confronté à une mer de sable brûlant. Vous pourriez au contraire profiter d'une promenade agréable à travers un paysage luxuriant. Les habitants de cette région, autrefois, ne laissaient donc pas de peinture sur les parois des grottes représentant des chameaux, des dunes ou des scorpions, ces éléments caractéristiques du Sahara actuel. À la place, ils dessinaient des crocodiles. Ces illustrations offrent une preuve supplémentaire qu'à une époque, le Sahara regorgeait d'eau et de végétation, suffisamment pour accueillir ces imposants et redoutables reptiles. Il y a environ 3 milliards d'années, la Terre était probablement presque entièrement recouverte d'eau. Aujourd'hui, les océans couvrent environ 71% de la surface terrestre, mais il semble qu'à cette époque, elle ressemblait à un vaste monde océanique, sans continent véritable, seulement parsemé de quelques îles. Des scientifiques ont examiné des roches particulières en Australie occidentale, formées dans un environnement profondément immergé, appelé système de sources hydrothermales. Pour mieux comprendre, il faut mentionner deux types d'oxygène courant, O16 et O18. Ce dernier, plus lourd grâce à ses neutrons supplémentaires, s'évapore moins facilement. En analysant d'anciens fonds marins, les chercheurs ont découvert une proportion significative d'O18, bien supérieure à celle observée dans les océans actuels. Cela les a amenés à conclure qu'autrefois, la Terre comptait moins de terres émergées qu'aujourd'hui. L'Australie, autrefois un lieu verdoyant abritant de grands animaux et de vastes forêts tropicales, est aujourd'hui l'endroit idéal pour mener ce type d'études. Avec le temps, cette terre est devenue plus aride, et des déserts tels que le grand désert de Victoria se sont formés. Les forêts tropicales, quant à elles, se sont progressivement réduites aux extrémités du continent. Ce phénomène, connu sous le nom de désertification, se produit lorsque des terres, auparavant fertiles et adaptées à l'agriculture, se transforment en déserts. Si les changements climatiques naturels contribuent à cette évolution, les activités humaines, comme l'exploitation minière, l'agriculture intensive ou la construction urbaine, jouent également un rôle important dans cette transformation. Lorsque des terres deviennent désertiques, cela pose de nombreux problèmes. Elles ne peuvent plus produire de nourriture, l'eau potable y devient insuffisante, et les animaux perdent leur habitat naturel. Pour lutter contre ce phénomène, de nombreux pays ont adopté un plan. Celui-ci vise à collaborer avec les agriculteurs pour restaurer les terres dégradées, gérer l'eau plus efficacement et préserver les zones encore productives, dans le but d'améliorer les conditions de vie sur notre planète. Nous avons tous grandi en croyant que Stonehenge était le plus ancien observatoire du monde, mais désormais, il a une concurrence sérieuse pour ce titre. Nabta Playa a été construit à plus de 3919 km de distance, dans le sud de l'Égypte, et des milliers d'années, 7500 avant notre ère, avant Stonehenge, entre 3000 et 1500 avant notre ère, et même les pyramides de Gizeh, entre 2589 et 2504 avant notre ère. En 1973, un guide bédouin, Aïd Marif, est tombé sur un étrange groupe de grandes formations rocheuses en traversant le désert du Sahara. Il a conduit l'archéologue américain Fred Wendorf sur le site situé à environ 96 km du Nil. L'ami et collègue de Wendorf affirme que l'équipe a découvert les pierres en s'arrêtant pour une pause toilette dans le désert. De toute façon, ce qu'ils ont trouvé a changé l'histoire. Au début, Wendorf pensait que les structures en pierre étaient juste des formations naturelles. Mais ensuite, il eut une révélation. Cet endroit était autrefois un lac, ce qui signifie qu'il ne devrait pas y avoir de roches naturelles ici. Il continua à revenir sur le site pendant des décennies, et au début des années 1990, son équipe découvrit finalement un cercle de pierres qui semblait s'aligner avec les étoiles d'une manière inexplicable.
Après 7 longues années à essayer de percer le mystère du site, Wendorf contacta un expert en archéoastronomie. Ils étudient comment les anciens utilisaient les étoiles. Un soir, alors que l'expert était assis dans le sable frais du désert, regardant les pierres, il se rendit compte qu'elles formaient un motif irradiant à partir d'un immense tumulus funéraire. Une par une, au fur et à mesure qu'ils creusaient dans le sédiment, les mégalithes enterrés commençaient à s'aligner comme les rayons d'une roue. L'équipe avait déjà utilisé la datation au radiocarbone pour tester des échantillons provenant de foyers et de toitures en bois de tamaris trouvées à l'intérieur du cercle de pierre. Nabta Playa comptait des dizaines de pierres dressées, toutes hautes de quelques pieds. Certaines d'entre elles s'alignaient exactement avec le lever du soleil lors de jours spéciaux, et d'autres correspondaient avec des étoiles brillantes dans le ciel. À l'intérieur du grand cercle, il y avait 6 pierres spéciales qui ont peut-être été utilisées pour des rituels ou pour marquer des moments importants de l'année. Autour d'elles, 29 pierres dressées pourraient avoir fonctionné comme un calendrier simple pour aider les gens à savoir quand il était temps pour quelque chose d'important, comme le solstice d'été, le jour le plus long de l'année. Lorsque le soleil se levait juste au bon endroit, c'était un signe que la saison des pluies approchait. Le cercle de pierre était autrefois aligné avec les étoiles les plus brillantes du ciel septentrional. Arcturus, Sirius et Alpha du Centaure. Certaines pierres pointaient même vers la constellation d'Orion. En suivant le mouvement d'Arcturus à travers le ciel, ils ont découvert qu'il correspondait parfaitement au cercle autour de 4800 avant notre ère. Cela signifie qu'il s'agit du plus ancien site astronomique jamais découvert, et les habitants de Nabta Playa observaient peut-être les étoiles des milliers d'années avant même l'invention des télescopes. Il semble que cela avait une énorme signification pour les personnes vivant et voyageant à travers le désert. Il y a plus de 1000 ans, la longue, froide et sèche ère glaciaire qui avait duré des dizaines de milliers d'années commençait enfin à s'estomper. L'Afrique du Nord a reçu des pluies et des moussons massives qui ont rempli les lacs saisonniers, Playa. Ainsi, certaines parties du désert se sont transformées en oasis éphémères. Pour les peuples nomades qui parcouraient dans cette terre inhospitalière, ces pluies estivales étaient tout. Leur mode de vie tout entier tournait autour du bétail. Lorsque les archéologues ont ouvert le tombeau central à Nabta Playa, ils ont découvert des ossements de bovins et même un énorme rocher sculpté en forme de vache. Les personnes qui l'ont construit ont utilisé les étoiles pour se guider et trouver des points d'eau cachés comme Nabta Playa, qui contenait probablement de l'eau pendant environ 4 mois par an, à partir des moussons d'été. Mais il n'y avait pas d'étoiles polaires à l'époque. Ils se sont donc plutôt orientés en utilisant les étoiles brillantes et la façon dont le ciel semblait tourner en cercle au-dessus d'eux. Lorsque les lacs étaient au plein, les pierres debout étaient en partie submergées. Et depuis la rive ouest, vous pouviez voir le reflet des étoiles sur l'eau sombre. Nabta Playa est bien moins célèbre que Stonehenge, peut-être parce que ces pierres étaient enterrées, alors que le célèbre site en Angleterre était accessible aux visiteurs depuis des milliers d'années. Malheureusement, lorsque Nabta Playa est devenu célèbre, certains touristes ont endommagé des parties en déplaçant des pierres, ce qui a perturbé les alignements stellaires anciens. Pour le protéger, les autorités ont déplacé l'ensemble vers un musée, où les gens peuvent voir les pierres et la statue de vache sculptée sans les endommager. L'observatoire égyptien n'est pas la seule construction semblable à Stonehenge. Il existe des versions qui ont été utilisées à des fins différentes. De l'Allemagne, anneau de Pemelt, et la France, alignement de Karnak, aux États-Unis, Stonehenge d'Amérique dans le New Hampshire et aux Andes dans le nord du Pérou. Ce dernier est en fait l'une des plus anciennes grandes structures jamais construites dans cette région. La place circulaire est constituée de 2 immenses murs de pierre disposés en anneaux. Elle était probablement utilisée pour des cérémonies et des rassemblements. Les scientifiques ont effectué une datation au carbone et ont estimé son âge à environ 4750 ans, ce qui signifie qu'elle a été construite avant les grandes pyramides d'Égypte et Stonehenge. La place comportait 2 entrées et une couche spéciale d'argile, de terre, de gravier et de charbon de bois en dessous. Elle a été soigneusement planifiée et construite. Les archéologues ont également trouvé des pièces en céramique, des cristaux de quartz et des pierres précieuses sur le site, ce qui montre qu'il s'agissait certainement d'un lieu spécial. Des gens l'ont visité pendant des siècles, mais à un moment donné, vers 500-200 avant Jésus-Christ, il a été fermé, probablement en raison de l'évolution des croyances et des traditions. La découverte la plus récente, février 2025, est celle des vestiges d'un grand cercle de bois, datant approximativement de la même époque,
et ayant des parallèles avec Stonehenge, tout en haut au Danemark. Cette structure en plein air faisait probablement partie d'une zone spéciale où les peuples préhistoriques du néolithique final et de l'âge du bronze ancien, de 1600 à 1600 avant l'ère commune, se rassemblaient pour des rituels et des cérémonies. Le cercle était composé de 45 gigantesques poteaux en bois, formant un énorme anneau d'environ 30 mètres de large. Le bois a disparu maintenant, mais les scientifiques pensent que de hauts bois se dressaient autrefois dans les trous et créaient une impressionnante henge de bois. Personne ne sait exactement à quoi ces cercles étaient utilisés, mais les archéologues ont trouvé des ossements d'animaux et des restes de nourriture sur des sites similaires. Donc les gens se rassemblaient probablement là pour des festins et des rituels. En 2024, des scientifiques ont découvert 2 cercles de pierres anciens datant de la période néolithique dans le parc national de Dartmoor, en Angleterre. Certains archéologues pensent qu'ils pourraient former un arc sacré. Beaucoup des structures de pierre de Dartmoor ont été construites en forme courbée sur les hauteurs au centre de la zone. Il y a longtemps, Dartmoor était couvert de forêts, donc les gens ont peut-être utilisé ces hauteurs comme repères importants. Un des nouveaux cercles découverts s'intègre à l'intérieur de cet arc, mais l'autre est à l'extérieur, au nord. Cela aurait pu être un point d'entrée dans l'arc. Il y a également une levée de terre près des pierres, qui ressemble à d'autres sites néolithiques célèbres, comme le cercle de Brodgar en Écosse et Stonehenge lui-même. Cela signifie que les personnes qui ont construit ces cercles ont peut-être visité Stonehenge ou en ont été inspirées. Des archéologues à Oman ont découvert d'anciens monuments en pierre appelés triliths, qui ont reçu le surnom de Stonehenge arabe. Ils ont été achevés il y a environ 2000 ans. Mais personne ne sait avec certitude qui les a construits ni pourquoi. Les scientifiques ont également trouvé des haches en pierre extrêmement anciennes, âgées de 3000 à 1,3 million d'années, datant de l'époque où les premiers humains ont quitté l'Afrique. Sur un autre site, Nafun, au centre d'Oman, des archéologues ont découvert une tombe néolithique datant d'environ 5000 à 4600 avant notre ère. Il y a 2 chambres contenant les ossements de dizaines de personnes sous une gigantesque structure mégalithique. À proximité, ils ont également découvert des gravures rupestres réalisées par des personnes qui ont vécu dans la région de 5000 avant notre ère à 1000 de notre ère. Et puis, il y a un autre sosie de Stonehenge, cette fois en Arabie Saoudite, qui a été utilisé comme complexe d'appartements il y a des milliers d'années. Des archéologues ont découvert un total de 345 cercles de pierre, en examinant des photos aériennes d'un champ de lave. Chaque cercle mesure entre 4 et 8 mètres de large et possède au moins une grande pierre dressée au centre. Ces structures conservent encore des vestiges de murs de pierre et de portes. Les cercles de pierre comme Stonehenge sont souvent associés à des cérémonies et des rituels. Mais les scientifiques disent que de nombreuses maisons anciennes étaient en réalité construites en forme ronde et que les maisons rectangulaires ne sont devenues courantes que bien plus tard dans l'histoire.